مرحبا بكم في إذاعة فولتير تي في، محطة إعلامية رياضية 100% تهدف على تغطية الأخبار الرياضية. ادعمونا لنستمر عبر التعليق، الإعجاب والاشتراك على صفحتنا radiovoltaire.com أو اليوتيوب. ما تنسوش الفيسبوك والانستغرام. أطلب فضلا منكم دعمكم لنا دائما نستمر. En route pour aller rencontrer notre équipe du Congo démocratique pour discuter avec lui du match qu'elle a disputé avec l'équipe nationale du Maroc, comment elle a vu le niveau de notre équipe nationale. Lorsqu'il y a un changement de coup de départ d'Hervé Renard, quel avenir a notre sélection. Nous allons voir tout ça avec le sélectionneur de la sélection du Congo démocratique. À bientôt. نعم، نحن في الطريق انا وصديقي عبد الله الجميل عبد الله من اذاعه فولتير. نعمل واحد حوار خاص في اذاعه فولتير مع المدرب المنتخب الكونغولي كريستيان إنسيغي، المدرب اللي درب المنتخبات المنتخب الاولمبي والمنتخب الاول، وكانت المباراه اخيره بين المنتخب المغربي والمنتخب الكونغولي انتهت بالتعادل 1-1. وكنعرفوا بان كريستيان إنسيغي هو محبوب عند المغاربه وله علاقه كبيره مع المدربين المغاربه. كيف يرى المنتخب المغربي بعد رحيل إبراهيم؟ كيف رأى رؤية تقنية للمدرب في المباراة الأخيرة انتهى بالتعادل؟ نحن بالطريق أنا وزميلي عبد الله ترقبونا لاحقا. نتوجهوا في رحلة عبر المترو وصلنا إلى أوتيل إيغو في كي توجد المدرب ديال المنتخب الكونغولي كريستيان إنسيغي اللي عندنا معاه موعد لأجل ندير واحد الحوار بعد مباراة قوية اللي دارها ضد المنتخب المغربي اللي انتهى بالتعادل 1-1 بالمغرب. إنسيغي كنشكروه على حسن الاستقبال. معنا المدرب ديال المنتخب الكونغولي كريستيان إنسيغي، محبوب لدى الجماهير المغربية. Il a aimé par plusieurs Marocains qui connaissent ce monsieur adorable, ce monsieur gentil et serviable. Il est toujours là pour la communauté marocaine. Comme il y a les frères entre le Maroc et le Congo, on est devenu une famille. Merci à un grand frère. Merci. هذا الابن ديال رئيس فريق مازيمبي أتبي موزمبيق هنا في بروكسل اللي نتمناو الفريق ديالو كل التوفيق. هذه الدخله ديال لوطيل في كان عندنا الموعد مع إنسيغي واللي رحب بنا اوتيل جميل. المدرب القدير كريستيان إنسيغي مدرب ديال المنتخب الكونغو الديمقراطيه اللي دار واحد المباراه قويه ضد المنتخب المغربي بملعب امين عبد الله بالرباط. المقابله انتهت بالتعادل 1-1 بين المنتخب المغربي والمنتخب الكونغولي. الان مباشره من بروكسل لنا حوار شيق يكون مع سي عبد الله أبد المدير إذاعة فولتير في بروكسل، وكذلك المدرب كريستيان إنسيغي. مرحبا بكم، لكم الخط. شكرا لك زميل الناطقين. bienvenue à tous. J'ai le plaisir d'interviewer un grand monsieur, un sélectionneur du Congo démocratique qui a réussi à arracher un nul, le deuxième nul contre la sélection du Maroc dernièrement à Rabat. Monsieur Christian Insigui, bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes sur Radio Voltaire. On va commencer par ce match où vous avez arraché ce match nul et vous auriez gagné. Je ne dis pas qu'on a gagné, mais c'était au mérite. Parce que, donc on a fait un bon match, on a été disons courageux parce que on a joué au Maroc et on n'a pas vu que c'était une grosse équipe avec des très très grands joueurs, un bon potentiel, avec un super grand entraîneur, avec une carrière incroyablement grande.
Et voilà, donc on s'est décomplexé de ça, enfin disons on a mis ça de côté. Le fait qu'on joue au Maroc, on a joué au football, on devait jouer au football d'abord par rapport au fait que nous d'abord on avait été battus 3-0 contre le Burkina. Ça a été très mal reçu au pays, malgré que c'était des réglages qu'on faisait. Mais ça a été mal reçu, il nous fallait qu'on puisse rebondir. Et l'occasion se présentait avec le Maroc. De toute façon, quand on regarde bien, on était venu pour le Maroc et le Burkina Faso était venu se rajouter au programme. On est arrivé un jour avant le match, on est arrivé le 7, on s'est entraîné le 8, on a joué le 9. Donc c'était déjà un peu court par rapport à la préparation, c'est dû au Covid et aussi aux arrivées des joueurs qui sont arrivés de manière progressive. Ensuite, on a eu un peu plus à se ressaisir vu qu'on a eu à s'entraîner un peu plus longtemps. On a joué contre le Maroc et on a fait bonne figure. Donc voilà. Mais bon, oui, c'est flatteur parce que bon, c'est une grande nation du foot, le Maroc. Vous avez arraché ce nul sur contre-attaque, un beau but. Est-ce que vous avez remarqué que l'équipe nationale passe par une période, l'équipe nationale du Maroc passe par une période de transition? Oui, oui, bah, comme tout, comme d'ailleurs la nôtre, nous étions avec en absence de 7 cadres. Chancel Mbemba, Bakambu, Muleka, Maswaku, Mpoku, Mbokani. Mbokani. Tous ces joueurs n'étaient pas là. Donc, c'était les cadres, les habitués, diront-on. Mais maintenant, en équipe nationale, il n'y a pas de titulaires. Ce sont des joueurs qui sont censés tous être des titulaires. Donc, c'est déjà dans ce sens-là que j'ai abordé la causerie avant match. Je leur ai dit qu'il y a des places à prendre et que nous sommes tous des titulaires et qu'à la limite, on ne changeait pas une équipe qui gagnait. Donc la balle était dans leur camp et qu'il fallait donc faire bonne figure. Voilà, donc je ne vais pas prendre le fait que. Parce que imaginez-vous qu'on soit battu, j'aurais pu dire aussi, voilà, à cette absence et tout. Non, on cherche un prétexte. On va prendre un prétexte, non. Je pense qu'on joue au football et quand on met 11 joueurs sur le terrain, c'est effectivement, disons, pour essayer aussi de ne pas, disons, déshonorer les joueurs qui sont sur le terrain en disant, voilà, tu parlais des absences, non. Si on change une génération, on doit plutôt pousser la génération qui prend la place, bien qui reste, on doit la pousser, l'encourager et ne pas toujours faire la mention des absences. Voilà, donc nous on a vu ça dans ce sens-là. Moi en face j'ai vu une équipe marocaine super organisée. On l'avait vu sur vidéo, on connaissait les dangers, Ashraf, Hakimi, donc c'était des dangers. Donc avec deux joueurs, on pouvait faire articuler tout un bloc. Et il fallait absolument que ces joueurs soient le plus loin possible du 16 mètres. On a essayé de faire tout ce qu'on a pu, donc on est parvenu jusqu'à la 44e minute. Ensuite, on s'est relevé, on a essayé de jouer, on a dit voilà, il faut rejouer, de toute façon, il faut jouer. On a eu 45 minutes pour encaisser. On doit utiliser les autres 45 minutes pour égaliser ce qu'on a fait. Et ensuite, le jeu fut, moi je dirais, équilibré, parce que le Maroc aurait pu aussi inscrire 2 buts, comme nous aussi, on aurait pu aussi inscrire aussi 1 ou 2 buts. Donc le jeu était équilibré. Voilà, donc c'était un match sans enjeu, peut-être que les Marocains l'ont vu comme ça. Et nous, il nous fallait redorer le blason, donc nos ambitions, nos objectifs se sont croisés. D'autres c'était pour assurer, d'autres c'était pour se rassurer. Donc voilà, donc on a travaillé comme ça. C'est peut-être pour ça qu'on a fait une compétition, ce sera peut-être autre chose, sûrement. Il y aura la motivation, il y aura le public, il y aura les objectifs. Donc c'est différent. Donc je ne pense pas qu'on doit fustiger l'équipe nationale marocaine parce qu'elle a eu à faire 1 contre le Congo chez elle et qu'elle a peut-être eu une moins bonne sortie que l'aurait espéré, je dis plutôt, parce qu'elle était bonne la sortie, ils ont joué à l'aise, ils accéléraient de temps en temps, mais on essaie de bloquer ces accélérations, parce qu'on connaît les Marocains, si vous les laissez travailler, vous allez compter les buts, donc c'est ça.
C'est le deuxième match test pour l'équipe nationale du Maroc, mais il ne satisfait pas le public. À votre avis, comment Wahid pourrait gérer l'appui de ces joueurs professionnels? D'abord, il a son empreinte à donner. Et ça fait longtemps, ça fait vous dites deux matchs c'est très peu. Imaginons-nous que nous commençons une saison, un club normal commence une saison et que vous les jugiez après deux matchs. Donc ce ne serait pas juste. Je pense qu'il faut, il faut juger une équipe telle que le Maroc avec des matchs officiels. Là où il y a un enjeu, là où ils doivent mouiller leur maillot pour le peuple, pour le drapeau, là on peut, disons, dire que voilà, on peut les juger là. Mais on ne peut pas juger nous. Alors dans ce cas-là, je donnerais raison aux gens qui sont en train de détruire notre équipe qui avait concédé 3 buts. Donc non, ce sont des matchs amicaux et il faut faire avec. Il y a des objectifs dans les matchs amicaux. Vaïd voulait gagner. Effectivement, il n'a pas peut-être pu gagner. Ça, c'est peut-être la déception qu'il a eue. Mais imaginons-nous qu'il ait gagné avec la prestation qu'il ait donnée. Vous aurez peut-être pas aussi été content. Mais voilà. Donc, laissons-le faire. Laissez-le faire comme on me laisse faire aussi, comme je souhaite aussi qu'on me laisse faire au Congo. Lui et moi avons le même objectif, c'est de pouvoir créer une nouvelle ossature avec des nouveaux joueurs, des jeunes. Donc il faudra laisser le temps. Juste une remarque, Nordin. La plupart des nations africaines ont réalisé de bons résultats avec les sélectionneurs locaux. À votre avis, est-ce que les entraîneurs étrangers, entre parenthèses, ont encore leur place dans nos sélections? Ça dépend. Personnellement, je serais pour, vu que c'est mon cas, les sélectionneurs locaux. Mais quand vous avez une personne comme un Raït, c'est quand même pas n'importe qui. Donc il faut, imaginez-vous que Mourinho veuille entraîner le Maroc, tous vous allez accepter, pourtant il n'est pas marocain. Donc il faudrait voir un peu ce qu'on cherche dans nos objectifs, quel est le profil de l'entraîneur que vous souhaitez. Et je pense que dans le monde du football, tout le monde a sa place à partir du moment où on a la bonne information et on essaie de pouvoir, disons, s'adapter à la culture aussi. Parce qu'il ne faut pas non plus venir au Maroc avec une culture slave ou serbe ou bien polonaise et commencer à expliquer aux Marocains comment ils doivent aller. Je pense que dans le monde actuel, on a évolué, même dans toutes les fonctions. Moi, j'occupe la fonction de directeur technique. Eh bien, je m'adapte à la situation, je m'adapte au concept, je m'adapte à mon environnement pour aussi avoir des gens qui puissent travailler avec moi. Hein, parce qu'il faut aussi séduire, hein, parce que vous devez arriver là-bas et commencer à plaire aussi à certaines personnes et aussi à satisfaire aussi à certaines demandes. Il ne faut pas arriver là comme un conquérant. Et voilà, si vous êtes un Européen et que vous venez en Afrique comme un conquérant, vous n'avez plus votre place. Si vous venez en Afrique à l'heure actuelle comme un collaborateur, pouvoir faire travailler les locaux et apporter quelque chose en plus, vous êtes les bienvenus. Je pense que ce sera comme ça dans tous les pays. Oui, moi je voudrais bien revenir sur l'équipe nationale du Congo. Vous avez cité que l'équipe manquait de 7 joueurs, parmi eux, c'est Mbokani, Mboukou, qui sont des joueurs clés pour l'équipe nationale. Ils sont pas venus jouer à cause des blessés ou vous avez écarté pour voir d'autres joueurs jeunes. D'abord, quand vous dites des joueurs clés, oui et non. Ce sont des joueurs qui se mettent à la disposition de la sélection et ils ont eu un certain nombre de sélections déjà plus que les autres. C'est pour ça qu'on dit des cadres qu'ils ont des habitués. Oui. Par contre, ils ne sont pas venus. Pourquoi? Parce que certains ont eu des obligations familiales. Bakambu, Kakuta d'ailleurs, deux, j'avais oublié un. Kakuta sont devenus parents, donc ils souhaitaient être au chevet de leur femme. Il y a eu des cas de Covid d'un joueur et puis finalement il s'est avéré après il est négatif. Une blessure, hein, Massoirkou, Mpoku, pour cause de blessure. Surtout Mbokani, le buteur du championnat belge, tout le monde attendait de le voir. Oui, mais Mbokani, c'était déjà une discussion que nous avions eue déjà préalable. On avait dit
qu'il ne serait pas là pour le le stage du mois d'octobre. Il m'a dit non, je serai là pour le mois de novembre. Voilà. Donc, on attend pour le mois de novembre. Oui, on voit aussi, il y a beaucoup de joueurs du championnat belge qui atterrissent dans le championnat belge, ils sont nombreux. Et est-ce que le championnat belge il donne un plus pour l'équipe nationale de Congo quand les joueurs évoluent dans le championnat belge? Vous savez, il y a des joueurs qui jouent dans le championnat belge qui sont congolais qui n'ont pas le niveau de jouer en sélection. Donc, ça n'a rien à voir le championnat. C'est ce qu'il fait dans le championnat. Voilà, j'ai des joueurs qui jouent au championnat local qui sont très forts. Isama et Bangala ont joué dans le championnat local. On n'a pas vu la différence. Si tu es fort, tu es fort. Ça joue au championnat local, ça joue à Mazembe, ça joue en Champions League, ce qui équivaut largement à une équipe, un championnat belge de première division. Donc à ce niveau-là, quand tu es bon, tu es compétent, tu joues. Voilà, donc moi je ne regarde pas là où le championnat. Oui, disons, il y a bien sûr que quand tu es en Espagne, il est clair que si tu joues à Séville, il est clair que tu as un certain niveau. Quand tu vas jouer en finale de la Coupe de la Champions League ou de l'Europa League, comme certains de vos joueurs, il est clair que c'est un très très haut niveau. Mais un joueur qui est bon, et on le voit, l'entraîneur le voit, il le sent. Alors, mais à comparer avec un joueur qui joue en Belgique et qui n'est pas bon et qui est moyen, on prend celui le local, c'est clair. Donc voilà, donc t'es bon, tu es bon, quoi. C'est ça qu'il y a. Mais le plus, c'est l'entraîneur qui le voit. Celui-là peut m'apporter plus. Le championnat. Christian Nsingé était ex-entraîneur de l'équipe nationale olympique de Congo. Après, il a monté entraîneur de l'équipe A. Ça fait plaisir pour les joueurs et ça fait plaisir pour d'autres comme le Maroc, parce que les joueurs, les olympiques, on ne le voit pas maintenant avec l'équipe A. Est-ce que c'était le cas chez vous, les joueurs de l'équipe olympique, on le voyait dans l'équipe A que vous êtes actuel entraîneur? Oui, Bangala, qui est encore Mouleka, l'équipe olympique, Bangala, Kaimbe, équipe olympique, Béa, équipe olympique, qui sont montés avec moi, qui était encore en équipe olympique, que je ne dise pas de bêtises, Lukonza était sur le banc dernièrement. Lunanga, qui était deuxième gardien de l'équipe olympique. Et premier gardien de l'équipe olympique, deuxième gardien ou troisième gardien de l'équipe A. Voilà, donc oui, il y a 5-6 joueurs de l'équipe olympique qui sont montés avec moi et c'est facile parce qu'ils savent comment je travaille. Ouais. Et voilà, donc c'est une chance qu'on a eue et c'est une chance que le président a pensé à ça. Ouais. Parce qu'il dit, tiens, voilà, tu as une pro-licence, tu as terminé. Il y a eu comment dire, un désistement de l'ancien entraîneur. Donc, je dirais plutôt une remise en fonction du ancien entraîneur. Et voilà, donc maintenant tu peux prendre sa place. Tu peux venir au niveau de l'intérim, comment dire, voilà, suppléer. Et c'est comme ça que j'ai pris ce poste. Voilà, donc c'est de l'intérim dans un premier temps, et puis bon, ça a été confirmé après, parce qu'il y a eu 6 mois d'intérim, il y a eu des discussions qui ont fait qu'on avance dans ce sens-là. Et il est vrai que j'ai plus facile à choisir un joueur U23. Aradongo, voilà, encore un joueur U23 qui a joué titulaire contre le Maroc. Non, contre l'Algérie. Contre l'Algérie. Le tout premier match. Oui. C'était mon stop, mon défenseur central de U23. Quelques mois après, quelques semaines après, parce que ça a été très vite, il a été donc titulaire contre l'Algérie. Il a très bien joué. 3 mois plus tard, il se trouve à Antwerp avec un contrat pro. Il n'a pas encore bien joué, il n'a pas encore commencé à jouer, mais il est là. Et là, donc vous imaginez que, c'est pour vous dire que même à un niveau local, ça peut tenir la route en Europe. Donc c'est la chance qu'on a eue. Il faut lui donner la chance, il faut lui donner la confiance aussi. Oui, mais bien sûr, il faut y croire. Hein. Oui. Et le joueur, il sent quand tu crois en lui. Je crois qu'il sent directement, ça dépend. Il faut vraiment, à mon avis, à mon humble avis, il ne faut pas faire attention à où il joue. Il faut faire attention à ce qu'il joue, comment il joue sur le terrain. Oui. Parce que vous allez avoir quelqu'un qui vient d'Europe, il a la flemme. Et bon, il a tout ce qu'il veut et tout ce qu'il faut. Il va faire attention à comment il ne va pas se blesser parce qu'il va rentrer dans son club. Par contre, le local, il va jouer.
parce qu'il va rester au pays, et on va lui parler tous les jours, il dit attends, comment tu as joué là-bas? Tu vois, et donc il va se donner à fond, à fond, à fond. Et dans ce cadre-là, l'entraîneur qui est l'entraîneur titulaire va lui parler, il va lui dire voilà, montre-toi, voilà. Et nous, moi en tout cas, j'ai ce rapport-là avec mes joueurs. Mes locaux, je ne les compare pas d'abord, parce que d'abord, dans mon premier temps, c'est la famille. Je fais une famille. Je veux que la communication soit externe et interne. Donc on se mélange à table. Je le demande, je les demande expressément. J'ai fait ça au stage ici. J'ai demandé à mes joueurs de vous mélanger. Mélangez-vous parce que je voyais ceux qui venaient de France, d'Angleterre, du pays, ils étaient mélangés. Et puis on a joué le match contre le Burkina. Et je me dis, tiens, qu'est-ce qui a manqué? Et finalement, j'en suis venu à dire, il manque la communication. Je dis, vous vous respectez, mais vous devez en plus de vous respecter, vous aimer sur un terrain de football. Et une fois que vous avez déjà ce sentiment, il y a le sentiment altruiste qui va venir, le collectif viendra de pair, et on aura une communication qui sera beaucoup plus fluide. Et on perdra 40% d'une énergie qui serait en train de coacher, de pousser, alors qu'eux-mêmes le feraient sur le terrain. Ça, c'est mon avis. Ensuite, vous imposez cette marque, ce côté où vous devez vous mélanger, vous devez vous apprécier, vous devez... Et vous voyez, après mon speech, excusez-moi, après mon speech, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il y a eu, comment dire, après mon speech, il y a eu, comment dire, Ambiance. Une toute autre ambiance. Ça s'est reproduit après l'entraînement du lendemain, après l'entraînement du surlendemain, et voilà, et ça a donné ce côté-là au niveau du terrain, beaucoup de bonne volonté, beaucoup d'altruisme, voilà. Avant que je passe chez mon collègue Abdallah, il y a une question. Je sais que vous avez beaucoup d'amis ou frères marocains avant le match contre le Maroc. Est-ce que vous avez parlé avec des entraîneurs marocains, des sélections marocains, etc. Oui, j'ai un ami marocain il n'a pas forcément donné l'analyse du match du Maroc. Il m'a donné mon analyse à moi, les défauts de mon équipe, les qualités de mon équipe et ce qui pour lui devrait travailler. Ouais, je travaille énormément avec beaucoup de Marocains. Je travaille beaucoup avec des Marocains, avec Abdelkader qui souvent fait le découpage. Avec Julien, c'est un de mes amis à Paris. Yves Kazadi, c'est aussi mon neveu, donc il travaille aussi avec moi. Alors il y a Jamal Fawzi, évidemment. Jamal Fawzi, l'incontournable Jamal Fawzi, qui est vraiment mon ami, presque un frère au niveau du football. Lui, c'est vraiment mon frère. Je pense que c'est en plus le premier qui m'a appelé après le match contre le Maroc. Et le premier qui a parlé de moi, je pense dans une radio marocaine, pour dire que j'avais un projet de jeu, que ce sera pas facile. Je pense que c'est lui qui l'avait dit au début du match. Donc, je l'ai appris après. C'est vrai que Jamal Fawzi, disons qu'on a échangé beaucoup de choses, et j'ai beaucoup pris d'infos de lui et tout. Et puis aussi un qui est très, très, très humble, qui ne parle pas, qui fait pas beaucoup de vagues, c'est Nourdine Moukrim. Nourdine Moukrim, c'est aussi quelqu'un qui je pense que dans ma session de la Pro License, il a vraiment été d'une aide, disons, énorme. Il a vraiment été d'une aide énorme. Vraiment, franchement, c'est des liens comme ça que tu fais, que tu découvres. Mais Moukrim, c'est un gars qui parle pas beaucoup. C'est un connaisseur. Ouais, c'est un connaisseur, mais il parle pas. C'est pas quelqu'un qui va se mettre à l'avant, tout ça, pour commencer à montrer son truc. Alors bon, évidemment, j'ai des gens qui sont des gens qui sont très doués aussi, comme Mouabi. Mouabi, avec qui j'ai été son deuxième assistant en I21. Ouais, vraiment, son deuxième assistant. Je vois même son troisième, parce que il était entraîneur de l'équipe B d'Anderlecht. Et ce passage-là à Anderlecht avec Mo, ça m'a aussi fait avancer ça m'a facilité aussi ce qu'on appelle l'approche au niveau de la Pro License. Je me souviens, Mo,
Là, je le voyais, je l'épiais, je notais, je regardais comment ça se passait et tout. Et c'est dans le monde du football professionnel, c'était ma première année avec eux, en Anderlecht. Et quand j'ai eu à faire la pro licence 1 ou 2 années plus tard, eh bien, ça a été beaucoup plus facile parce que la vision du football professionnel, ben, je l'avais avec l'équipe B d'Anderlecht. Et ça m'a permis d'être beaucoup plus à l'aise pour aborder certains sujets. Mais voilà, mais en tout cas, ces personnes-là, Mo Wabi, Nordin Moukrim, et évidemment l'incontournable Jamal Fawzi, c'est clair que c'est des personnes qui sont des amis très très proches. Et ça m'a permis de pouvoir peut-être développer, devenir ce que je suis maintenant. Parce que bon, on prend toujours de tout le monde. Hein. On prend toujours de tout le monde. Abdallah. Christian, le fait de compter à 100% sur les joueurs professionnels de l'extérieur met à mal les championnats locaux et aussi provoque la déception des joueurs locaux pour qui on a créé ce qu'on appelle la CHAN. Est-ce qu'à votre avis, la CHAN est une occasion pour les joueurs locaux pour qu'ils présentent leurs capacités? Est-ce qu'on doit la préserver ou on doit la supprimer? Non, je pense qu'il faut la... Chaque fois qu'il y a une compétition, c'est toujours un plus. Toujours un plus pour que le joueur puisse s'épanouir, pour que le joueur puisse développer son football, pour que les entraîneurs aussi locaux puissent aussi montrer ce qu'ils ont, ce qu'ils peuvent prouver. Et disons que quand on prend les joueurs professionnels, je ne peux pas donner tort à l'entraîneur qui le fait, vu qu'il dit je prends les joueurs qui sont du top. Hein, donc si vos joueurs marocains jouent dans le championnat, la Liga, en Bundesliga, qui jouent le championnat anglais, il est clair que ce sont des championnats qui sont de très haut niveau. Donc ils vont prendre pour eux des joueurs qui sont à ce niveau-là compétents. Par contre, ils ne devraient pas enlever du revers de la main les locaux. Parce qu'il y a toujours un joueur local qui peut valoir un joueur professionnel. Est-ce qu'on peut imposer un quota, par exemple? Non, il faut que ce soit... s'il n'y a pas de joueurs locaux qui sont prêts, ben, il ne faut pas les prendre. S'il y a des joueurs, mais si vous imposez un quota, vous êtes en train de dénaturer un peu la force de votre groupe. Parce que vous allez dire, voilà, je vais prendre entre guillemets, 25 ou 20 locaux, 20 professionnels et 10 locaux, si ce n'est pas nécessaire. Si vous devez prendre 30 locaux, 30 profos, c'est 30 pros. Mais il ne faut pas non plus prendre 30 pros pour le plaisir de prendre 30 pros et qu'il y a des locaux qui sont aussi forts. Peut-être qu'il y a 4 locaux qui sont forts. Voilà, et nous on a pris des locaux. Et dans ma présélection qui va être faite au mois de novembre, il y a des locaux, il y a je pense 15 locaux. 15 locaux, 15 joueurs que j'ai eu en U23 et qui pour moi quand je compare avec les joueurs qu'on me propose parfois dans des championnats belges ou hollandais, je dis je préfère prendre le local. Je dis pour ça je préfère prendre le... Pourquoi? Parce que bon, peut-être parce que je le connais, je ne vais pas prendre de risque en prenant un local parce que je l'ai eu en U23. C'est l'avantage que j'ai aussi d'avoir eu les U23, d'avoir eu le CHAN et puis j'ai eu les trois. J'ai eu les U23, le CHAN et puis j'ai eu l'équipe A. Donc et en plus la direction technique. Donc c'est un avantage, un package qui tourne à l'avantage de tout le monde. Parce que d'un côté, je dois voir ce qui se passe au niveau professionnel et d'un côté, au niveau local. Hein, donc, on parle, si vous voulez bien, de l'équipe d'Algérie qui a gagné la Coupe d'Afrique. Maintenant, elle essaye un peu d'aller plus loin dans la prochaine Coupe du Monde selon Belmadi. Comment gérer cette pression qui est sur l'équipe d'Algérie? Je ne pourrais pas vous dire. Je ne pourrais pas vous dire parce que moi, je ne suis pas arrivé à un tel niveau. Je ne suis pas encore arrivé à un tel niveau. Donc déjà, la pression que j'ai ici, je commence seulement à la gérer. Parce que quand vous perdez un match et que vous avez une horde de personnes qui vous disent ce que vous devez faire, donc c'est déjà une grosse pression que vous avez, d'abord pour vous rester concentré. Donc ça c'est une chose. Alors imaginez-vous, je suppose que ça doit être 3 fois plus fort. C'est une pression de la presse ou du public? C'est un tout. Le public, via le public, la presse retranscrit ce que le public donne, c'est la voix.
si vous avez des gens qui manifestent dans la rue, la presse va véhiculer l'information. Donc je suppose que si les tendances sont négatives, la presse va les véhiculer. Et certaines presses ont des tendances, ont des agendas cachés, comme on dirait plutôt. Ils ont envie de faire tomber l'entraîneur, ou bien ils ont envie de mettre la pression sur l'entraîneur. Ils vont voir, on verra dans leur écrit, ils vont s'inspirer de ce qui se passe dans la rue pour développer peut-être leur orientation. C'est possible. Et ça, l'entraîneur, il doit avoir cette pression. Maintenant, si l'entraîneur a des objectifs comme ceux de l'Algérie, eh bien, c'est clair que, bon, je suppose qu'il aura une certaine pression pour pouvoir réaliser. Mais s'il le dit, c'est qu'il est sûr de ce qu'il dit. Voilà. Mais voilà, c'est un entraîneur de très haut niveau. Et encore une fois, je vous dis, je ne suis pas encore arrivé à ce niveau-là pour pouvoir donner un avis qui soit objectif. Est-ce que maintenant, l'équipe, la sélection congolaise vous rassure? Oui, bien sûr. Et quels sont vos objectifs pour la Coupe d'Afrique au Cameroun? Si nous y parvenons, d'abord, toute modestie, si nous y parvenons, c'est d'arriver dans les quatre premiers. D'arriver dans les 4 premiers, arriver en demi-finale, c'est un rêve pour moi, bien sûr. Parce que je ne peux pas dire, avec une ossature comme le Congo a, dire voilà, si on passe au premier tour. Ce serait pas très ambitieux et ce serait de la fausse modestie aussi, d'un côté. Donc, si on doit être sérieux, avec une nation qui fait partie des 10 premières nations africaines, je pense qu'on doit se dire, voilà, on doit essayer d'arriver dans le carré. Voilà. Une dernière question, Christian, si vous le permettez. On a constaté ces dernières années l'absence des équipes africaines du carré au niveau de la Champions League africaine et de la Coupe de la CAF. Pourquoi? Quand on parle d'équipes africaines de la CAF, ils sont tous africaines, les équipes. Oui, mais je dis l'Afrique. Vous parlez l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud. Voilà. D'accord. Subsaharienne. Voilà. Ok, parfait. Je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que je pense que les équipes, disons, de l'Afrique du Nord sont très bien organisées. Et maintenant, dans le football actuel, plus tu es organisé, plus tu vas loin. Plus tu es régulier, plus tu vas loin. Plus tu es près de ton équipe et que tu soignes ton équipe, plus tu vas loin. Donc voilà, ça paye partout. Comme on dit, il n'y a plus de petites équipes. C'est dû au fait que bon, maintenant les petites équipes essaient de s'aligner comme les grandes équipes et donc ça fait augmenter la concurrence. Donc si nous, au niveau du subsaharienne, nous nous organisons très mal, sachez qu'en face, il y a des équipes du Nord qui sont très bien organisées, les structures, les infrastructures. Moi, rien que pour terminer avec ça, comme vous dites, quand je vois le centre normatif, ça dit tout. Ça dit tout de la volonté de pouvoir soigner le football. Voilà, c'est extraordinaire, c'est bien, c'est beau, c'est parfait. Mais bon, on a toujours un petit Mazembe qui termine en demi-finale, en finale. Donc pour nous, ça nous console. Ça nous console déjà. Mazembe est déjà un grand club qui redore le blason. Je crois que c'est le premier en Afrique, non? Ouais, je pense, oui, le président a été nommé premier manager de l'Afrique. Donc vous voyez déjà que si on n'est peut-être pas finaliste ou on n'a pas été vainqueur, mais on aura quand même reconnu, comment dire, notre organisation. Parce qu'un club comme Mazembe, avec son propre avion, avec son propre centre de formation, son propre stade, c'est déjà pas mal. Hein, Une dernière question. Le Covid affecte le football mondial. Vous serez certainement confronté à l'absence de certains joueurs que leur équipe vont refuser de laisser partir pour la sélection. Comment vous allez gérer ces absences? Voyez-vous, nous avons fait 45 présélections. Et vous avez vu, et en plus, comme on dit, c'était un mal pour un bien. Je le disais encore je m'adressant à certains de vos collègues. Cette situation, pour nous, est un mal pour un bien parce que, imaginons-nous que j'ai eu qu'un seul match d'entraînement et que je devais jouer ma double confrontation avec l'Angola. Ayant toutes ces défections et que je le fasse, je ne l'ai pas eu en octobre, mais que je l'ai eu en novembre. Imaginons-nous que ça aurait été une catastrophe de prendre 3 buts. Or, avec cette situation, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que maintenant, je sais
avec les défections. Déjà, en ayant eu appui sur le match contre le Maroc, je sais que j'ai une équipe qui est compétitive. Maintenant, les épouses de mes joueurs ne vont pas accoucher tous les mois. Donc, je vais bien en récupérer 2. Donc, ça, c'est une chose, sans évidemment en évitant les blessures. Ensuite, il y a les joueurs comme nous, les gars, lesquels on avait laissé pour qu'ils puissent s'organiser de manière administrative. On va les récupérer. Bakambu qui avait choisi sa période, moi en discutant avec son entraîneur, nous nous sommes entendus, je laisse le joueur, il me le remet, il y a 4 joueurs, donc je récupère 4 joueurs. Mbokani qui décide de venir au mois de novembre, donc ça fait déjà 5 joueurs. Donc vous voyez, Maswaku en espérant que ça tienne bien au niveau de son genou. Voilà, donc il a joué un match, ils ont fait 3-3 hier contre Tottenham, et je l'ai eu ce matin par texto, et il me dit que tout va bien au niveau de son genou. Donc ça fait déjà 6 joueurs. Donc à la limite, sans compter que certains joueurs qu'on va récupérer du fait qu'ils ont fait un superbe stage. Donc avec ça, ça me rassure déjà. Maintenant, s'ils ne sont pas là, ça me rassurerait aussi parce que dans un mélange, on pourrait savoir, tiens, on pourrait tenir qui. Donc dans le plan A comme dans le plan B, donc je suis pour le moment rassuré de la qualité de l'effectif. Donc à ce niveau-là, j'espère que j'aurai un problème de riche au mois de novembre sur le choix de mes joueurs. Un dernier mot aux auditeurs de Radio Voltaire. Ben écoutez, moi je suis très flatté que des journalistes marocains puissent s'intéresser à mon parcours. D'abord parce que Nordine, je le connais depuis une dizaine d'années. Un parcours de bosseur, pour le dire. De bosseur, ouais. Mais puis je vois que je suis adopté par la communauté maghrébine, marocaine. Et puis bon, j'ai eu aussi comme chef de file aussi comme mentor Saïd Adouche. Donc je le salue en passant. Donc pour vous dire que je suis donc accepté dans cette communauté, et surtout j'ai eu à apprendre beaucoup par rapport à... Parce que quand tu es accepté, on te donne. Donc voilà, j'ai été accepté et j'ai reçu. Et ce qui me fait le plus plaisir, c'est que mes amis marocains sont contents des résultats que je fais. Ils suivent ça aussi. Hein, bon, on joue en Namibie, on a joué le Maroc, ils ont été très contents de ma prestation. Voilà, donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir qu'on voit qu'il y a un échange qui se fait. Il y a des spectacles aussi. Bah oui, c'est ça, mais voilà. Mais allez, vous savez, quand nos communautés congolaises et marocaines se distinguent dans d'autres faits divers, on est en train de mettre ça en évidence. Voilà, c'est encore les mêmes qui font les trucs comme ça et tout. Mais quand il y a des échanges comme il se passe avec nos amis ici, il faut aussi les mettre en évidence parce que ce sont des choses qui se passent le plus souvent qu'on ne le pense. Cette amitié qui se passe le plus souvent qu'on ne le pense. Et voilà, donc je tenais vraiment à le souligner et surtout à le mettre en évidence que je remercie la communauté marocaine de m'encourager dans mon travail et dans ma carrière. C'est vraiment génial. Au nom de tous les auditeurs de Radio Voltaire, nous vous remercions Monsieur Christian d'avoir accepté notre invitation. مستمعينا الكرام باسمكم نشكر مدرب منتخب الكونغو الديمقراطية على قبول دعوة راديو فولتير. شكرا. فوالا كنشكروا المدرب انسيكي على الترحاب ديالو. عملنا في هذا الاوتيل جميل جدا، وكنعرفوا بالمباراة انتهت بالتعادل 1-1 بين المنتخب المغربي والمنتخب الكونغولي، علما بأن المدرب انسيكي وهو محبوب عند المدربين المغاربة مقيمين ببلجيكا. إذن لحظة نمشيو بحالنا.